Blaise Pascal, vraiment une personnalité très étonnante, très déroutante, mais très attachante. Ça, c'est mon impression générale. Ça n'a pas été du tout simple de le cerner, encore que je pense ne pas y être arrivé, parce que c'est un personnage à multiples facettes et d'une grande richesse. En plus, c'est quelqu'un qui manipule le lecteur et manie l'humour replacé au 16e ou au 17e plutôt. C'est vraiment surprenant. On n'est pas habitué à ce genre de... Et puis il n'est pas connu en fait. Moi, personnellement dans mes études, Pascal, on m'en a parlé un peu en maths, puis c'est tout. Un peu en français peut-être, oui, je ne me rappelle plus. Un petit peu, oui, mais ça va vite quoi. Voilà. Alors, il se trouve que cette semaine, il y a eu 2 coïncidences avec Pascal. La première, c'est toi qui as vu donc cette fameuse pièce qu'on n'a pas vue et qu'on rêve de voir. Donc, le titre, c'est Rencontre entre Descartes. Pascal Descartes. Voilà, on aura l'occasion d'aborder un peu ce qui opposait Pascal, enfin, ce qui différenciait Pascal et Descartes. Et puis la Croix, au journal, je ne fais pas de prosélytisme. Hein, il paraît qu'il est très bon. Mais je suis abonné à ce journal, donc que j'apprécie beaucoup. Et là, ils ont sorti hier, mercredi, je crois, enfin mardi, l'idée de mettre pour chaque thème, chaque article, une pensée ou un aphorisme de Pascal. Je sais pas. Alors, si, pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'il y a une exposition à Paris, un petit peu pour faire de la pub. Et c'est pas mal fait du tout, c'est simple. Hein, allez, on va prendre un exemple sans s'y attarder. J'en prends une ici. Donc, c'est sur le vote, le résultat. Alors, c'était avant, mardi? Non, c'était pas encore sorti. Non, ça c'est avant, oui. Le modèle américain a perdu son attrait. Bon, on a bien. Et là, ce que met Pascal, enfin, ce qu'ils font dire de Pascal, la puissance des rois est fondée sur la raison et sur la folie du peuple. Et bien plus sur la folie. La plus grande et importante chose du monde a pour fondement la faiblesse. Folie, faiblesse, le peuple... Alors on va s'apercevoir que Pascal... Alors la démarche de Pascal qui va être le principal centre d'opposition... Bonjour. Là, j'aborde... La principale méthode d'approche de Pascal, elle est vraiment déroutante parce qu'on la trouve chez nul autre philosophe ou penseur quelconque. En gros, il joue beaucoup des oppositions, des paradoxes, des contraires, mais il n'en joue pas comme on pourrait, par exemple, penser à la dialectique. Dialectique, hein, la thèse, l'antithèse, on les présente et on en fait une synthèse. Pas du tout. Lui, il pose une proposition, immédiatement il pose la contraire, mais pour elle, pratiquement, les deux sont intéressantes. Ça dépend du contexte. Il les accepte les deux, et il jongle comme ça, un peu en étoile. Et on a l'impression qu'il veut affoler l'auditeur ou le lecteur, de façon à mieux l'amener où il veut, parce qu'il a toujours une idée derrière la tête. On reviendra sur les distinctions, la pensée derrière la tête. Il l'a, lui, c'est sûr. Et donc, on se sent manipulé, c'est sûr. Alors moi, la dernière fois, la dernière séance, j'avais commencé à travailler là-dessus. J'ai travaillé sur les pensées. Alors malheureusement, j'ai pas le bouquin, donc toi tu l'as, mais c'est pas celui-là. Ouais, mais je serais paumé sur celui-là parce que c'est pas la même édition. Comme je l'avais emprunté, je l'ai repoussé, mais j'ai dû le rendre. Donc j'ai pris des notes, mais ce sera pas le bouquin exactement. Les pensées, donc, je me contenterai de parler des pensées. Dieu sait si c'est intensif, enfin c'est intense plutôt. Que je découpe en 2 grosses parties. Une partie, d'ailleurs au départ c'était ça les pensées, c'était l'apologie de la religion chrétienne, il a écrit dans ce but-là, mais en fait il y a toute une première partie où c'est une succession de pensées sur beaucoup de thèmes qui sont censés introduire son apologie chrétienne par la suite. L'apologie chrétienne est longue aussi. Je l'ai lu une fois, je n'y reviendrai pas, enfin, ou très peu. Ça a sûrement son intérêt, mais là on est en pleine théologie, c'est peut-être pas la peine. Donc je vais surtout me parler de la première partie, alors sachant que
Robert l'a un peu dit tout à l'heure, il a eu la mauvaise idée de mourir avant de terminer son ouvrage. Et la méthode de Pascal, là encore, c'est pas quelqu'un qui ordonne tout, qui a son plan, qui le découpe, qui rédige chapitre après chapitre. Il a mis ses pensées les unes à la suite des autres sur des notes, et il avait l'intention de les classer. Donc pour lui, l'ordre, à tous les sens du terme, a de l'importance, dont l'ordre de ses écrits, mais malheureusement, il est mort avant. Il avait commencé à regrouper des liasses, donc on a des idées de la façon dont il voulait les mettre ensemble, et c'est tout. Et alors ensuite, ceux qui l'ont un petit peu édité, il y a eu plusieurs éditeurs, hein, et chacun l'a un peu fait à sa manière. Ce qui fait que d'une édition à l'autre, on ne va pas du tout retrouver la même succession de pensées, voire le même regroupement de discours. Alors c'est un élément supplémentaire qui peut paumer le lecteur. Hein. Alors moi, sur la première partie, j'ai essayé, je le dis très franchement, j'ai lu plusieurs fois et à chaque fois, donc, on trouve quelque chose de nouveau. Mais alors, pour essayer de se refaire une synthèse, bon, moi j'ai suivi une édition qui avait déjà proposé un ordre. Ça mériterait de croiser avec d'autres éditions, mais c'est un travail de longue haleine. Bonjour. Alors, ce que je vous propose, grand 1, on fait un rapide tour de l'histoire autour de... Mais alors rapide, hein, autour de Pascal. Ensuite, on rentre dans les pensées. Je ne parlerai pas trop des Provinciales aussi, qui était un livre important, mais bon, comme je ne l'ai pas lu, je ne saurais pas en parler. Alors, les pensées, je vous dirai grosso modo ce que j'ai retenu des pensées, puis on terminera sur le sujet qu'on s'était proposé de lire ensemble, à savoir le thème de la justice, hein, qui est une partie d'un des chapitres. Alors, d'un des chapitres de l'édition que j'ai lue. Hein. Attention, hein, puisqu'il n'avait pas encore structuré lui-même son essai. Alors, les dates importantes de Pascal, je vais vous les donner. On va être rapide. Malheureusement, la lumière ne me permet pas de... J'ai mis la couleur, c'est une erreur. Donc, il est né en 1623, à Clermont-Ferrand. Hein. Enfin, à l'époque, ça s'appelait Clermont. Il perd sa mère 3 ans plus tard. C'est un élément important, hein, parce que... On verra que dans différentes prises de position, on sent que l'amour maternel a un peu failli pour lui et ça lui a pesé. Alors, ensuite, son père déménage à Rouen. Oui, alors j'ai oublié de dire, donc son père est un petit bourgeois de robe, mais de pas très haut niveau, mais quand même, il fait partie de la bourgeoisie. Il a deux sœurs. L'une l'aînée et l'une cadette. Avec l'aînée, il n'aura pas trop de rapports. Avec la cadette qui s'appelle Jacqueline, il aura beaucoup de rapports, voire des rapports, je dirais pas incestueux, mais des rapports très affectueux, plus qu'affectueux, avec sa sœur, qui joue aussi un certain rôle. C'est elle qui se retirera à Port-Royal. Donc, et c'est peut-être une des raisons pour laquelle il a beaucoup passer de temps et d'énergie à défendre la thèse de Port-Royal. On y reviendra tout à l'heure. Mais c'est une hypothèse, hein. Je n'en suis pas sûr. Ensuite, à 11 ans, oui, alors l'aspect, on a dit qu'il a multiples facettes. Une des facettes principales de Pascal, c'est quand même son génie scientifique, qu'il s'est fait lui-même. Il n'a pas du tout suivi de scolarité, c'est pratiquement le père qui a enseigné à ses enfants, essentiellement à lui d'ailleurs, et le père avait comme principe de ne pas donner trop de bouquins, puis il n'en avait pas beaucoup, et avant une vingtaine d'années, il avait très peu lu. Par contre, ce sur quoi il lisait, le père invitait beaucoup à réfléchir. L'idée, c'était pas trop la mémoire, mais plutôt la réflexion. Il a bien repris cette idée, hein. Donc, mathématiques, il a un peu lu, et puis s'est très vite de lui-même penché sur des problèmes qui l'intriguaient. Et il propose donc le traité
j'arrive pas à lire, mais je crois que c'est le premier. Le premier, c'est sur les comiques. Non, c'est le traité des sons, le premier. Le traité des sons à 11 ans. Voilà. Et il a refait les éléments d'Euclide. Après, ouais. Mais pendant ces 20 premières années, il se focalise beaucoup sur les mathématiques et la physique. Et il est absolument impressionnant. Ben, on parlait tout à l'heure de Descartes. Quand il a écrit le traité des coniques, alors comme j'arrive pas à lire, je pense que c'est à 18 ans. C'est assez phénoménal ce qu'il a fait parce qu'on l'étudie encore presque tel quel en classe de terminale, par là, quelque chose comme ça. C'est assez fort. Et quand Descartes, qui lui-même était scientifique, a lu son traité, il pensait que c'était le père qui l'avait écrit. Il ne voulait pas croire que c'était un jeune qui avait écrit ça. Alors, ensuite, oui, non, c'est même avant, les coniques, c'est à 16 ans. À 18 ans, il fabrique ce qu'on a appelé la pascaline, c'est une première machine à calculer. Alors, c'était une adaptation de quelque chose qui fonctionnait un peu. C'est un boulier amélioré, mais qui fait des retenues. L'idée était de faire des multiplications, des additions, des soustractions et des divisions pour aider son père dans son job. Et ça fonctionnait très bien. C'était quelque chose qui avait pris du temps à être mis au point. Il a eu l'idée de le commercialiser et de monter une petite entreprise. Et ça n'a pas marché parce que c'était trop cher. Enfin, ça revenait à bien trop cher. Et malheureusement, il n'a pas pu exploiter. Donc c'est considéré comme le premier ordinateur ou première calculette au monde. Enfin, on peut dire que le boulier chinois aussi, c'était un premier, mais bon, on va dire là c'était un peu systématisé, quoi. Voilà pour sa partie scientifique, puisque il a beaucoup travaillé aussi sur quelque chose qui était totalement nouveau à l'époque, les probabilités. Donc l'approche du hasard. Le hasard le fascinait, donc essayer d'attaquer le probable, sous un aspect mathématique, c'était innovant, quoi. Et il a fait ce travail en échangeant beaucoup avec un autre génie des mathématiques pas bien connu en France, pas bien mis en valeur, qui était Fermat. Le Fermat, célèbre pour son théorème qui a défrayé la chronique pendant au moins, je ne sais pas combien de siècles, 3 siècles. Alors, et là, je ne dirais pas tout se gâte, mais tout change pour lui. C'est qu'il a une première conversion assez tôt, à 23 ans. Les circonstances, il avait été malade, il est soigné par un disciple de Jansénius. Donc Jansénius, c'était un penseur, philosophe hollandais. Et la thèse de Jansénius, c'est une thèse qui concernait la religion chrétienne et catholique. Et essentiellement, ça ressemblait fort d'ailleurs à la thèse un peu luthérienne. On est en 1623, Luther, ça fait déjà quand même presque un siècle c'est déjà parti depuis presque un siècle, mais en France, c'est quand même, ça a du mal à percer. Jansénius, en quoi c'était proche du jansénisme? Parce qu'il dit que l'homme, de toute façon, est infiniment petit devant Dieu et il doit petit à petit, il doit découvrir la grandeur de Dieu. Il ne se sortira de sa bassesse et de ses vices et de sa façon de vivre que par l'intermédiaire de la grâce. Donc une thèse très déterministe. Le protestantisme de Luther au début a prôné le déterminisme de la grâce, c'est-à-dire qu'il y a une prédétermination à la naissance. Très étonnant, que moi ça me sidère que Blaise Pascal ait adhéré à ça. C'est un peu la thèse de Saint-Augustin du IVe siècle, mais c'était pas à la mode protestante, mais il y avait un peu de prédéterminisme, qui est une approche quand même contradictoire avec tout son travail sur les probabilités, quoi. Enfin, mais comme la contradiction et le paradoxe chez lui, ça ne le dérange pas,
on va dire qu'il était prêt à aller dans différents sens et toujours d'approfondir n'importe quelle pensée, même la pensée contraire de ce qu'il avait pensé. Un peu comme Nietzsche dirait que quand il a un problème, il essaye de voir les différents points de vue, même contradictoires, et essayer par exemple, le point de vue de la maladie et le point de vue de la santé. Mais il les admet toujours, les points de vue contraires, et il essaye de les approfondir. Il ne cherche pas à prouver que son point de vue est le bon et que le contraire. Il s'intéresse toujours au contraire. C'est original. L'esprit de finesse. On va en parler, oui, l'esprit de finesse. Finissons sur sa chronologie. Donc, disons que c'est sa conversion. Donc, il est fasciné par Jansénus ou convaincu. Et il va petit à petit en faire sa thèse de prédilection, alors la religieuse. Et il va la défendre mordicus contre quels étaient les adversaires. À l'époque, c'était les jésuites. On retombe sur un combat qu'il y avait eu entre saint Augustin et les pélagiens, ou les pélagistes, je ne sais pas comment il faut les appeler. Pareil, les pélagiens et pélagistes étaient défendaient le libre arbitre de l'homme, qu'en fait, que c'est pas Dieu qui va dire, toi tu sauras la grâce et tu seras sauvé, toi tu iras en enfer. C'est l'homme par son action qui va mériter ou pas les joies célestes ou les flammes de l'enfer. Donc Pélage à l'époque, saint Augustin s'était opposé à Pélage, et puis le concile de je ne sais plus quoi avait dit Pélage c'est un hérétique. Et après on retrouve le même conflit avec donc les catholiques et les protestants, enfin la thèse protestante, il y a la thèse luthérienne. Après ça c'est un peu... Et là, on est encore un siècle plus tard, Pascal prend parti pour ce côté déterministe, fortement déterministe, c'est étonnant. Ensuite, finissons, donc ça c'est sa première. Alors, tu as parlé de Nietzsche, il est très, très similaire à Nietzsche, il a beaucoup de problèmes physiques en tout genre, au point que certains auteurs autobiographiques, qui font des biographies, estiment qu'il a eu même des dérangements mentaux, tellement il était pris par des maux de tête, des maux de... Et un peu comme Nietzsche aussi, Nietzsche qui a été perturbé toute sa vie par des maux dont il n'arrivait jamais à se libérer. Mais à la différence de Nietzsche, il n'en parle jamais, il ne s'en plaint jamais. Au contraire, dans son approche chrétienne, il va récupérer ça comme un don de Dieu. Et là, c'est sa période finale où il est complètement mystique. Et donc, qui est mystique, a tendance à voir le côté transcendantal de l'événement qui lui arrive. Il a été beaucoup critiqué sur cette approche. Ensuite, donc, son père meurt, il a 28 ans. Il est un peu chargé de famille. Il hérite de pas grand-chose. Et alors, donc là, on est en plein conflit, donc je l'ai dit, de l'abbaye de Port-Royal, où il y avait sa sœur, et qui reprenait les thèses de Jansénus. Et il se fait le défenseur. Et il inonde un peu, on va dire, les médias de l'époque par des lettres, des pamphlets qui font mouche à chaque fois. Il paraît qu'on se les arrache. Plein de gens, c'est le style, c'est le côté un peu humoristique, voire satirique qui plaît. C'est un peu nouveau. Et il fait mouche à chaque fois. Bien sûr, il se met la religion, l'Église catholique à dos, le roi à dos, parce que si on est déterministe et si on pense que dès la naissance, on est sauvé ou pas, à quoi ça sert? On n'a plus besoin d'aucune institution, on n'a même pas besoin de faire puisque c'est déjà écrit. Donc ça remet en cause l'Église, ça remet en cause l'État, en l'occurrence la royauté à l'époque. Donc il se met tout le monde à dos. Il a des problèmes de police, quoi. Ensuite, donc là il a 26 ans, il va se consacrer donc à ses écrits essentiellement religieux, donc d'abord les provinciales qui sont considérés comme le plus abouti de ses écrits puisque les pensées n'ont pas été finalisées, et ensuite il enchaînera sur les pensées. Il meurt assez jeune, à 39 ans. Enfin, assez jeune, pour l'époque c'était pas forcément jeune.
Mais voilà. Ok, oui, j'ai pas parlé de la physique, oui. Parlons quand même de la physique. Sur le vide, C'est très important, oui. pression atmosphérique. Il a d'abord défendu les thèses de Copernic, ensuite il s'est intéressé à enfin, c'est lui qui a amené la notion de pression, c'est le premier, puisqu'on mesure en Pascal. Il a défini le protocole de mesure de la pression et c'est devenu une unité, le Pascal. Et il a repris les expériences d'un Italien qui est connu par les physiciens qui s'appelle Torricelli pour refaire donc des expériences de mesure de pression sur des hauteurs d'eau. Donc ce n'était pas des hauteurs de mercure, donc c'était des grandes colonnes. Et là-dessus, donc, il a fait des mémoires qui sont de haute portée physique, quoi. Et il s'est arrêté après, ce qui est dommage. Pascal, il dit clairement que ce n'est pas une affaire de raisonnement. Donc déjà, on est en philosophie. Il le dit clairement. Il dit que c'est une affaire de cœur. Ouais. Et il travaille beaucoup là-dessus. C'est pas dans la raison du tout. Il le dit clairement. Alors, il reproche d'ailleurs à Descartes d'avoir attaqué les affaires religieuses sur l'approche à raison. La démarche de Pascal, elle est relativement simple. C'est, grosso modo, on analyse l'homme, on s'aperçoit que c'est un mélange constant de bassesse, de mauvaises approches, de vanité, mais aussi il y a quelque chose en l'homme qui est à la limite, qui est sa grandeur, c'est qu'il est conscient de sa bassesse. Donc il oscille entre une part de personnage capable de penser, donc ça c'est l'aspect grandiose de l'homme, et une part complètement détestable. Et on a beau faire ce qu'on veut, on ne s'en sort pas. Et alors après, il prend comme exemple les stoïciens, les pyrrhoniens, et pour chaque fois montrer que les uns défendaient telle thèse et les autres la thèse contraire, que finalement on pouvait à chaque fois leur donner raison tous les deux. On ne sort pas de ce contraire, qui est la seule façon de s'en sortir, c'est de faire référence à la révélation, donc à l'évangile en fait, hein, c'est l'arrivée du Christ, et que lui permet... L'homme a été déchu à la naissance, hein, c'est le péché originel. Donc il a perdu un peu ce côté divin qui lui permettait de voir où était le bien, où était le mal. Il en est incapable. Par contre, il a gardé quand même quelques petites... dans sa mémoire, un petit peu, quelques aspects divins. En particulier, lui dit que l'homme sait qu'il va y avoir, qu'il y a une part, l'Éden, le paradis, ça, le seul fait de l'imaginer, d'après lui, c'est une réminiscence de la naissance divine. Donc il a été déchu, il ne s'en sortira pas. La seule façon, c'est de se retourner sur la révélation, qui pour lui y croit bien sûr, qui lui explique le bon chemin. Et une fois qu'il suit ce chemin en chrétien parfait, ça va, il abandonne toutes ces contradictions. Voilà son approche sur la religion. Alors la grâce, elle intervient parce que la révélation, c'est pas quelque chose d'évident, c'est une parole cachée, un petit peu ésotérique, qu'il faut savoir lire dans les textes. Et c'est grâce à Dieu, aux deux sens du terme, là je joue sur les mots, c'est par la grâce de Dieu qu'il arrive à trouver la vérité des textes, mais tout le monde n'y a pas droit. Voilà. Bon, donc, et après, il glose sur sur la grâce, il glose sur la religion, il compare la religion à toutes les aux trois religions du livre, hein. Il parle aussi de l'aspect musulman. Il n'est pas foncièrement critique, mais il la connaissait qu'un petit peu. Par rapport aux juifs, il est plus critique. Moi, je vous propose qu'on ne s'y attarde pas, non pas que ce n'est pas intéressant, mais c'est un autre sujet. Non, attaquons les pensées sur le premier volet, quoi. Donc, ils s'épartent. Déjà, si on fait... je vais aller très vite, mais pour brosser un peu toutes les pensées en résumé, puis après, on s'attardera sur celles qui sont intéressantes, et on finira par la justice, puisque c'était le texte à lire. Donc, séparation de la foi et de la raison, ça c'est tout le temps, et même ce qu'on vient de dire, il sépare très fortement, enfin il élimine la raison dès qu'il commence à parler de la foi. Même, c'est un peu, il est en contradiction avec lui-même, même s'il raisonne,
pour expliquer ce qu'il pense. Mais bon. Il ne fait pas de démonstration de l'existence de Dieu, contrairement à Descartes. Ah non, oui, voilà, tout à fait. Mais il dit que c'est pas du domaine de la raison, donc ça sert à rien. Méthodologie. Alors, c'est un homme de méthode, de par déjà son côté scientifique. On peut dire qu'il était proche des empiristes, c'est-à-dire qu'il faut se faire sa propre expérience et s'élaborer ses hypothèses et surtout aller jusqu'au bout, essayer de voir si elles sont bonnes. Il était très peu axé sur la théorie. La théorie intellectuelle, a priori, c'est l'expérience qui lui permet de progresser. Cette méthodologie, il l'a après adoptée en littérature, enfin dans ses écrits, même si les pensées peuvent apparaître très, très, très disparates, en fait, c'est parce qu'il n'a pas eu le temps de les ordonner. Alors Voltaire a dit à propos justement de Pascal, alors Voltaire n'aimait pas Pascal, et il disait qu'il a voulu, Voltaire a voulu répandre que Pascal notait à la diable, il prenait un exemple, les 1000 fragments des pensées. Effectivement, quand on les prend un peu dans le désordre, elles semblent être notées à la diable. Elles ont peut-être été notées à la diable. Par contre, il y avait un projet de les regrouper qui n'a pas pu être fait. Alors, anti-cartésien, alors pas foncièrement quand même, hein, il est contre le doute systématique, parce que lui, il ne cherche pas à douter des choses, il cherche à aller voir chaque proposition, même la proposition contraire. Il ne la met pas en doute. Il va l'ausculter et la prendre pour lui. Alors après, on peut se dire, ça manque de synthèse tout ça. Mais il dit que l'homme est dans un chaos, il est toujours balancé, toujours entre le côté lumière et le côté sombre, et que la synthèse, il n'est pas capable de la faire, sinon il biaise la problématique, quoi. Donc il accepte les points de vue opposés. Alors, Épictète et Montaigne, ce sont un peu les deux auteurs, les deux philosophes qui le pilotent un peu parce qu'il a lu, ou son père a lu des ouvrages de ces deux auteurs. Montaigne, il n'est pas contemporain, mais il n'est pas très vieux. Hein. Épictète, un peu plus. Disons que pour l'un, Épictète, c'était plutôt quelqu'un qui mettait en avant la grandeur de l'homme, et Montaigne, c'était son pendant, c'est-à-dire celui qui insistait sur la bassesse de l'homme. Donc les deux l'intéressent. Mais bien sûr, il n'est pas complètement, il n'adopte pas la thèse de l'un ou de l'autre. Alors, il éprouve beaucoup de plaisir à mettre en opposition alors les pyrrhoniens et les dogmatiques. Pyrrhoniens, c'est un peu les sceptiques, ou les stoïciens, c'est difficile. Donc, il les met toujours en opposition. Les épicuriens, les stoïciens, donc c'est plutôt les sceptiques, les pyrrhoniens. Et à chaque fois qu'il écrit quelque chose, il dit l'épicurien dirait ça, mais le stoïcien dirait ça, et puis il joue avec ça. On arrive sur la classification qui est célèbre des hommes. Alors, pour lui, il y a 5 classifications. Les naïfs, grosso modo le peuple, vu par lui, alors qui attribue aux grands de ce monde, enfin aux nobles, à la noblesse, qui les vénèrent, mais parce que pour eux, les grands de ce monde, c'est normal, c'est la coutume. Voilà, oui, c'est la coutume pour lui qui les a amenés là, donc c'est bien. Ensuite, il y a les demi-habiles, c'est-à-dire des gens qui quand même réfléchissent un petit peu et pensent avoir tout compris. Donc ils s'opposent au contraire aux grands de ce monde. Ils sont peut-être pour lui, c'est les demi-habiles qui ont semé la fronde, hein, puisqu'il est en pleine période de fronde, et que c'est une bêtise totale. Toute sa vie, enfin dans tous ses écrits, il est très anti-révolutionnaire. Il est contre tout remise en question d'un ordre établi. Mais c'est pas conservateur, c'est que lui, il estime que n'importe quel ordre est intéressant. Mais à partir du moment où il l'est, il faut le garder. Parce que toute remise en cause, c'est vecteur de trouble, parce que chacun, même si on veut chercher, pour lui la justice optimale n'existe pas, donc à chercher le mieux, on va forcément mettre des groupes qui vont s'opposer, voire s'autodétruire. Et il parle de la guerre civile, qui pour lui, c'est le pire. Le mal le pire. Alors, à la chaîne cartésienne des raisons, hein, la succession, cause-raison, c'est Descartes, hein, le premier qui a mis ça en place. Et puis c'est toujours on est toujours dans l'esprit cartésien encore, hein, actuellement. Enfin, beaucoup
les Français, vous savez que Descartes n'a jamais vécu en France, d'ailleurs c'est assez marrant, mais on est quand même cartésien dans ce sens-là, hein. On cherche toujours la cause d'un événement. Moi, je me rappelle en sécurité dans mon boulot, l'arbre des causes et tout ça. Bon. Et lui non, lui non. Mais alors, définir ce qu'il met en place, on dit que c'est un labyrinthe des discours, c'est un ensemble d'approches multifacettes qui n'ont pas d'ordre évident. Et il veut paumer, labyrinthe c'est le bon mot, il veut paumer le lecteur pour peut-être l'amener à une idée qu'il a derrière la tête. Alors j'ai pas fini ma distinction. Après les demi-habiles, il y a les habiles qui, eux, admettent l'ordre établi, mais c'est-à-dire qu'eux, par contre, ils ont réfléchi, ils ont bien compris que cet ordre établi s'établit sur pas grand-chose, que c'est une habitude, un mœurs donc, mais ils pensent que ça ne vaut pas le coup de le remettre en question. Ils ont dans la tête, c'est ce qu'ils disent, ils ont des une pensée arrière, la pensée de derrière, arrière-pensée, quoi. Ah oui. Donc c'est lui, quoi. Lui, il se range, pas tout à fait, parce qu'il y a deux autres catégories qui arrivent, mais qui ne relèvent pas du raisonnement. Là, après, il y a le dévot, qui lui se place sur le cœur. Hein. Il dira plus tard qu'il y a trois ordres. Hein. Il y a le raisonnement, il y a le cœur, et puis il y a le corps. Le cœur, on verra les trois. Donc après, il y a deux classements qui sont plutôt du côté du cœur. Il y a les dévots, c'est-à-dire des gens qui sont un peu les demi-habiles qui s'intéressent qu'à la religion. Donc qui ne raisonnent pas et ils croient qu'ils ont tout compris, c'est un peu les princes, les princes religieux, les évêques et tout ça. Qui perturbent la vie, mais qui foutent la pagaille. Et puis, il y a les chrétiens authentiques, donc c'est un peu lui, mais il est en même temps habile et demi-chrétien, je pense. Et chrétiens convaincus, ceux-là sont des gens qui ont compris que l'homme était infiniment petit, mais avait quand même la capacité à analyser sa propre petitesse, qu'il était en difficulté, en plein chaos, mais que s'il veut bien découvrir dans la révélation la lumière, il ira doucement vers le paradis, quoi. Mais lui, vraiment, l'approche des contraires, c'est capital. Et il ne se prononce toujours jamais sur dire c'est plutôt comme ci que comme ça. Il y a toujours ces deux approches qui sont en balance et qui perturbe ou qui illumine l'homme suivant qui sait l'interpréter. Donc c'est vrai, c'est proche du taoïsme un petit peu, quoi, quelque part. Alors, je vais le dire peut-être un peu mieux, là j'ai un peu bafouillé, mais sur l'art de persuader vu par Pascal, donc la construction pascalienne met le lecteur dans l'embarras par ce renversement du pour et du contre, de telle façon qu'il est réduit au silence et à écouter la parole de Dieu qui seul peut mettre de l'ordre dans ce chaos. Sans elle, nous sommes incompréhensibles à nous-mêmes par cette double nature. Hein, on est toujours dans les opposés. L'une glorieuse et l'autre déchue. Basculement dû au péché originel. Ainsi, notre contradiction est résolue par la révélation. Voilà, c'est l'approche de Pascal. On l'a déjà dit, mais c'est un peu mieux dit. Voilà ce qu'il pense. On change de sujet. Je vous propose donc la différence entre l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse, qui est d'ailleurs pas très éloigné de ce qu'on vient de dire. Donc pour lui, il y a deux sortes d'esprit, on appelle ça l'esprit. L'esprit de finesse, c'est l'intuition. Attention, c'est pas l'imagination. Hein. Je me suis lancé de... L'intuition, c'est la capacité très rapidement d'aller sur un sujet, de l'approfondir et de l'intégrer sans aucun raisonnement. Et à l'inverse, l'esprit de géométrie, à l'époque, les scientifiques s'appelaient des géomètres. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas c'est pas le fait de faire de la géométrie, plutôt de l'arithmétique, hein, rien à voir. C'est le raisonnement, quoi. C'est plutôt de la logique. Donc l'autre esprit, il est plus classique, hein, c'est la géométrie. Donc c'est le raisonnement, partir d'une proposition et aller de logique en logique pour des démonstrations. Mais il dit que n'importe quelle démonstration part toujours d'un principe qui est admis ou qui est intuité. Donc il dit il faut l'esprit de finesse pour attaquer une démarche scientifique. Donc l'esprit de finesse
donne le premier axiome, le donne parce qu'il apparaît évident, mais on ne le démontre pas, on ne peut pas raisonner. Et après, à partir de ce premier axiome, eh ben le raisonnement, donc l'esprit de géométrie, fabrique des principes qui enrichissent bien sûr le sujet, mais les deux se complètent. Les deux se complètent, donc il est très ouvert. C'est pour revenir à ce que tu disais sur l'intuition, pour lui c'est vraiment quelque chose de capital. Et surtout qui n'est pas en contradiction avec celui qui raisonne. À la limite, c'est l'intuitif amène les billes pour que l'autre puisse faire son raisonnement. Euclide, mais tu as dit justement qu'il avait retrouvé lui-même les axiomes d'Euclide, les 3 axiomes d'Euclide qui permettent là, de faire de la géométrie, mais bon, après ça peut être pareil pour d'autres disciplines. Et parce que je pense qu'il avait un esprit intuitif très 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 fort, quoi. Alors là aussi, hypothèse mais non démontrée. Pour lui, sous réserve, ce que je dis, parce que je l'ai peut-être interprété personnellement, alors ne prenez pas comme du bourre-pain, l'intuition serait une réminiscence de cette fameuse état divin qu'avait l'homme au début. C'est-à-dire qu'il reste dans l'esprit quelques éléments d'illumination, je ne vais pas dire de raisonnement, sinon je serai en contradiction, qui lui permettent d'appréhender un sujet rapidement. Il en reste quelques-uns, enfin certains ont ça. Vu par moi, là je le traduis comme il est inéiste. L'inéisme, c'est quoi? C'est qu'à la naissance, on a dans sa tête toute une série d'informations et que petit à petit, on les réveille par la vie, par l'apprentissage, par tout ça. Contrairement, alors, il n'était pas le seul à l'époque à être inéiste, Descartes était aussi, mais par contre, en face, c'est-à-dire en Angleterre, il y avait Locke, et Locke était totalement opposé à l'inéisme. Comme Aristote, c'était table rase au début, il n'y a rien dans le cerveau au début, on se fabrique sa propre connaissance. Ça, c'est platonicien déjà, la réminiscence. Voilà, oui, Platon, c'est Platon, oui, tout à fait au départ. Donc on est dans l'opposition Platon-Aristote, lui, il est vraiment plus proche de Platon, à ce niveau-là. Alors, le fameux problème de l'inéisme qui est sorti à peu près à cette époque, c'est le problème d'un certain Molineux. Molineux était un esprit de l'époque, qui a posé le problème suivant, c'est un peu plus tard quand même, à propos des aveugles. Supposons qu'un aveugle de naissance, par une opération quelconque, à 20 ans, retrouve la vue. Alors, il n'avait de connaissance du cube et de la sphère, c'est deux volumes bien différents, que par le toucher. Question, est-ce que quand il va retrouver la vue, est-ce qu'il va reconnaître au premier regard une sphère d'un cube, ou est-ce qu'il va être, bien sûr sans les toucher, ou est-ce qu'il ne va pas savoir? Non. Et ils se sont tous... Alors, c'est intéressant de savoir qui est pour et qui est contre. Alors, toi tu dis oui, il va reconnaître? Non. Je pense que c'est un tel... En gros, les inéistes disent oui, alors Descartes dit oui, lui, Pascal, c'est plutôt oui, mais il y en a eu d'autres. Et Locke et tout ça, on dit non. La connaissance chez Pascal, il y a l'intuition et ensuite le raisonnement. L'expérience, c'est dans le raisonnement. Oui, bien sûr. Bien sûr, l'expérience, c'est dans le raisonnement, mais pour l'expérience, pour faire une expérience, il faut avoir au départ l'intuition. Oui. Et après, tu l'amènes rationnellement. Mais il a fallu la penser au départ. Il faut avoir l'idée de... Chez Pascal, non, parce que pour les scientifiques d'aujourd'hui, ils appellent ça intuition ou imagination, mais c'est toujours ça qui est propre. Alors, imagination, c'est différent, oui. Pour lui, c'est différent, et alors mais c'est la base de la science actuelle, commencer par l'imagination ou alors justement, moi ça m'a... J'ai la même gêne que toi quand j'ai lu Pascal, que cette séparation entre instinct et imagination. Pour moi, je pensais que l'instinct relevait, enfin l'intuition, pas l'instinct. L'intuition relevait l'imagination, et pour lui, pas du tout. Non, c'est autre chose. Non, c'est une connaissance. Selon... Il y a une nuance, C'est le troisième genre de connaissance. Imagination, cette fatigue... Alors pour lui, l'imagination, il faut la combattre absolument. Cette faculté décevante dans l'homme, cette maîtresse d'erreur et de fausseté, d'autant plus fourbe qu'elle ne l'est pas toujours. Ça, c'est du Pascal tout court, ça. D'autant plus fourbe qu'elle ne l'est pas toujours. Eh oui, alors ça, il faut le sortir. Mais c'est constamment ça, Pascal. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire, là? On le sent, c'est qu'elle est insaisissable, mais de temps en temps, elle dit des choses intéressantes. La distinction entre l'imagination et l'imaginaire.
L'imagination Et alors, vient pas- il le justifie en disant car ce serait une règle infaillible de vérité si elle était infaillible de mensonge, en parlant d'imagination. Mais malheureusement, donc il redit que c'est l'esprit de finesse qui relève de l'intuition. Hein, ça, d'accord. Bon, je continue un petit peu sur les grandes lignes. Juste un truc sur l'innéisme et disons l'empirisme de Locke. Hein, Ouais. Voilà, en fait, Deleuze, il renvoie dos à dos les deux, en fait. Il est ni platonicien ni locquien, Deleuze. Il dit que l'empirisme tout cru, quoi, tout bateau, quoi, c'est débile, quoi. Ça, non, c'est Nietzsche qui dit ça, mais bon, C'est Deleuze le demi-habile. reprend. Il dit, parce que justement, il faut cette espèce de norme de vérité. C'est pour ça que Platon avait cherché dans les idées et la réminiscence de la contemplation des idées, quoi, cette norme de vérité. Et Deleuze, il se sort de ce problème entre innéisme et empirisme, quoi, par un truc qu'il appelle l'empirisme transcendantal. Alors ça, c'est développé dans Différence et répétition. Alors l'idée, c'est qu'en gros, transcendantal, quoi, c'est un mot de Kant. L'idée, c'est que on est empiriste, oui, mais on demande la condition de possibilité de ce qui nous arrive. Parce que, par exemple, un empiriste tout cru dans le capitalisme, il voit, bon, bah, les règles du jeu, elles sont capitalistes, etc. Donc, voilà comment on va faire pour se sortir d'affaires dans ce jeu social dont les règles sont capitalistes. L'empiriste transcendantal, il pose la question comme Kant des conditions de possibilité de l'expérience, et il se demande comment on est... Il demande la genèse, hein, finalement, la possibilité, la genèse de ces règles du jeu capitalistes. Voilà, et donc, Deleuze, comme ça, il se garde la possibilité d'être révolutionnaire, quoi, parce que si on est empiriste tout simple, enfin, il y a toujours le danger, quoi, d'accepter l'expérience telle qu'elle est sans demander la condition de possibilité. Bon, il a beaucoup parlé de l'ennui. Rien de plus insupportable à l'homme que d'être dans le plein repos, donc le divertissement. L'homme esclave du divertissement. Le roi sans divertissement, on est incapable de rester dans une chambre sans rien faire, et c'est un vrai problème. Un peu plus tard, il dira qu'on n'a pas le sens du présent. Tu te divertis, effectivement, tu évites de penser à la mort. Et il le dit plus tard, il dit que la pensée de la mort est bien plus, je ne sais plus si c'est grave ou difficile à supporter, que la mort elle-même. Nietzsche a repris complètement. On le retrouve dans Nietzsche, c'est la même chose. Que la pensée de la mort, c'est le plus dur. Si on pense à la mort, c'est tellement tragique et tellement chaotique qu'il faut forcément faire intervenir Dieu pour s'en sortir. Quoi qu'on aborde, quoi qu'on fasse, qu'on pense à la mort, qui est forcément d'ailleurs une des pires choses à faire, on est tellement angoissé, on n'arrive pas à s'en sortir, que la porte de sortie, elle arrive avec ce que tu dis, à penser de derrière, c'est-à-dire la présence de Dieu, après c'est la grâce. Là, dans ce qu'on a dit précédemment, l'arrière-pensée de Pascal, c'est de convaincre le mécréant que la solution à tous les problèmes tragiques, y compris la pensée de la mort, c'est Dieu. Ça, c'est une démarche de discours, mais le pari, c'est une autre façon, mais une autre façon presque sur le ton de l'humour. Et là, on retrouve le scientifique qui a fait des probabilités, qui joue avec ça, et qui s'aperçoit, tiens, c'est pas mal ça comme explication, mais je vais la tenter. Et mais c'est pas, on n'est plus du tout dans la même façon de... C'est pour mettre des bâtons dans les roues. Là, c'est un peu pour faire... C'est pas le cœur de sa pensée, oui. Voilà. Ouais, ça l'amuse. J'aurais bien quitté les plaisirs si j'avais la foi. Ça, c'est un contradicteur qui lui dit ça. Et moi, Pascal, je vous dis, vous auriez bientôt la foi si vous aviez quitté les plaisirs. J'aurais bien plus de peur de me tromper et de trouver que la religion chrétienne soit vraie que de ne pas me tromper en la croyant vraie. C'est un peu ce que tu as dit. Je reviens sur le pari.
Donc le pari résumé, si vous gagnez tout, si vous perdez, vous ne perdez rien. Oui, c'est ça. C'est en ces termes que Pascal résume son argumentation, devenue célèbre. Bon, d'accord. Le nœud de l'argument repose sur la disproportion supposée, attention, entre la mise, les plaisirs de la vie terrestre auxquels je dois renoncer, ça c'est la mise, et le gain, la béatitude de la vie éternelle. Et alors il y a un contemporain qui s'appelait Jonas, c'était un Allemand, qui a dit qui a fait remarquer que la minimisation du risque, vous ne perdez rien, est tout à fait excessive, parce que si Dieu n'existe pas, en renonçant à la jouissance, ben, j'aurais perdu ma vie. Ça, c'est Jonas qui dit ça. Donc, c'est très bien répondu. C'est l'argument athée Oui, par il renonce par- pas. Ah bah, attends, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont Pascal, il ressorti. renonce. Le divertissement, quand même, c'était Sénèque l'avait quand même bien pointé du doigt quelques siècles avant, quand même. Et, oui. Il le dit lui-même, hein, il reprend Sénèque et il en rajoute une louche, quoi. Oui, non, mais la guerre, il le dit que c'est un divertissement. Il le dit complètement, hein, oui, non, mais alors là... oui. Ben oui, c'est le divertissement du roi, il a la chasse et il a la guerre, quoi. Oui, c'est ça. Oui. Et que c'est indispensable, si le roi s'ennuie, c'est catastrophique. Mais alors, est-ce qu'il critique tous les divertissements finalement? Non, T'as bien compris. Il dit que le divertissement, ça empêche l'homme de vraiment se rendre compte. C'est du demi-habile, quoi, si on revient. C'est-à-dire qu'il utilise son temps à ne pas broyer du noir, mais en faisant ce divertissement, il oublie de penser sur la vérité des choses qui l'amènerait à Dieu, quoi. C'est un peu... Le divertissement, c'est une fuite, quoi. Oui, c'est une fuite. oui, mais il n'est pas. Il dit de toute façon, on est programmé pour ça. Oui, c'est ça, la cause. C'est une nécessité. C'est notre nature humaine. Alors, justice et force. La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. D'accord ? Un peu plus loin, je saute, hein. Et ainsi, ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste. Voilà. Alors, il dit pourtant, sans doute l'égalité des biens est juste, mais ne pouvant faire qu'il soit forcé d'obéir à la justice, on a fait qu'il soit juste d'obéir à la force. Ça, c'est du Pascal tout pur. Hein. Il jongle là-dessus, mais tu dis, mais il a raison, en fait. C'est impressionnant parce que, si tu veux, C'est la justice a besoin de la force pour être appliquée. En fait, c'est Et loi si la du plus justice fort, n'est quoi. pas appliquée, elle vaut rien. À la limite, peu importe la justice, peu importe la loi, l'important, c'est qu'elle soit appliquée. Et pour l'appliquer, il faut de la force. La justice, si elle est fondée, pas fondée, on part sur la guerre civile. Pascal, comme Machiavel, est un réaliste. Réaliste, ça veut dire qu'il faut s'adapter à la situation actuelle, peser le pour et le contre, et faire ce qui dérange le moins, quoi. C'est un peu ce que font les habiles. C'est-à-dire qu'ils analysent, et puis ce qui dérange le moins, c'est surtout de ne pas changer la loi. La coutume fait toute l'équité. Alors là, on va tomber sur finalement, enfin, c'est l'essence des lois sont la plupart du temps la coutume. Alors, la plus générale de toutes celles qui sont parmi les hommes, c'est que chacun suive les mœurs de son pays. Et il dira plus loin que ça... L'esprit des Montaigne, lois. oui, mais comme... Plaisante justice qu'une rivière borne, vérité en deçà Ça, des Pyrénées. Voilà. erreur au-delà. Oui. Ça, c'est- Alors c'est là où il dit un peu plus loin, on ne voit rien de juste ou d'injuste qui ne change de qualité en changeant de climat. 3 degrés d'élévation du pôle renverse toute la jurisprudence. Plus tard, c'est l'esprit des lois de Montesquieu. Je hein. t'arrête simplement parce que ça c'est important. J'avais pris cette citation, je l'avais envoyée aux écolos. Elle est où? Hein, en leur disant, mais nom d'un chien, le réchauffement de la planète, il l'avait Ça a déjà. changé Je vous la les redis. lois. On ne voit rien de juste ou d'injuste qui ne change de qualité en changeant de climat. 3 degrés d'élévation du pôle renverse toute la jurisprudence. Alors moi, ce que je me suis demandé là-dessus, ou s'il a mis 3 comme il aurait mis 4 ou 2 ou 1, c'était quelques degrés. Il n'a pas mis quelques, il a mis 3. Ou alors, comme c'est un physicien, il a travaillé sur la température, sur la pression. 3 pour lui, ça signifie quelque chose d'important. Mais il n'a pas développé derrière. Une intuition. C'est une intuition. Intuition. La trinité. On en est à combien pour le réchauffement de la planète? 3. C'est 3 ou 2? Entre 1 et 3. bah, si- Oui, mais quel est l'objectif? L'objectif, c'est quoi? Paris, Normalement, c'est il sous ne l'eau. faut pas dépasser 2,5. Hein.
2,5, mais pas 3 alors. Pas 3, non, pas 3. Il a le tête. Il ne faut pas dépasser 2,5. Voilà. Entre 1 et 3. Alors un peu plus loin, là c'est du Machiavel, pratiquement. C'est pourquoi le plus sage des législateurs disait que pour le bien des hommes, il faut souvent les piper. Donc en un mot, vaut mieux leur raconter que ces lois sont naturelles, sont bien fondées, sinon c'est la catastrophe. Saint Augustin, il cite, comme Ouais. il ignore la vérité qui libère, il est bon qu'il soit trompé. Ça c'est pour le peuple, quoi. Ouais, il est bon qu'il soit trompé. Et c'est le cas des États-Unis, ils sont trompés. Ah, bravo. Ça, c'est un jeu de mots, c'est un jeu de mots réel, ça. C'était le cœur contre la raison, là. Voilà, le cœur contre la raison. Alors, Montaigne a tort. La coutume ne doit être suivie que parce qu'elle est coutume, et non parce qu'elle est raisonnable ou juste. Mais le peuple la suit par cette seule raison qu'il la croit juste. C'est pour ça qu'il ne faut pas lui dire qu'elle n'est pas juste. Sinon, il ne la suivrait plus, quoi qu'elle fût coutume. C'est pour ça qu'il reproche aux demi-habiles d'essayer de montrer au peuple qu'elle n'est pas juste. Le peuple, il comprendra et ça sera la fin des haricots, quoi. Les opinions du peuple sont vaines et pourtant saines. Alors, il met un sous-titre « Renversement continuel du pour ou contre ». Alors, écoutez bien. Nous avons donc montré, alors je prends le texte, il a déjà montré que l'homme est vain, par l'estime qu'il fait des choses qui ne sont point essentielles. Et toutes ces opinions sont détruites. Nous avons montré ensuite que toutes ces opinions sont très saines, et qu'ainsi, toutes ces vanités étant très bien fondées, le peuple n'est pas si vain qu'on dit. Et ainsi, nous avons détruit l'opinion qui détruisait celle du peuple. Mais il faut détruire maintenant cette dernière proposition, et montrer qu'il demeure toujours vrai que le peuple est vain. Donc il est vain, il n'est pas vain, mais il est vain, quoique ses opinions soient saines. Parce qu'il n'en sent... Alors pourquoi il est vain? Parce qu'il n'en sent pas la vérité où elle est, et que la mettant où elle n'est pas, ses opinions sont toujours très fausses et très malsaines. Voilà, donc c'est très, très pascalien, hein. Il part, il va au contraire, il revient, il repart. Donc il est donc vrai de dire que tout le monde est dans l'illusion. Un siècle avant, tu avais le copain de Montaigne qui était là ici, hein, qui s'était interrogé sur le fait pourquoi les hommes restaient infiniment prisonniers de la servitude. Hein, je ne sais plus le titre de son bouquin. C'est Sur la servitude voilà, volontaire. voilà, servitude volontaire. Et il s'interrogeait sur le fait, mais comment ça se fait que le peuple reste servile sans se révolter? Là, on a des éléments de réponse. Il y a la coutume, et d'ailleurs, il parlait de la coutume là-bas aussi. Oui, mais il a fait cette analyse, c'est sa conclusion. Que c'est par coutume, par culture ou coutume, je ne sais plus le mot qu'il utilise. Alors, les trois ordres, l'ordre des corps, l'ordre des esprits, l'ordre, il appelle ça de la charité, mais c'est du cœur. Donc il y a trois ce sont trois ordres complètement disjoints. Mais l'homme joue de ces trois domaines. Ce qu'il préconise, c'est que quand on est dans un domaine, on y reste. C'est-à-dire que si on est, par exemple, la grandeur de la sagesse, qui n'est nulle sinon de Dieu, est invisible aux charnels, c'est ceux qui se réfèrent au corps, et aux gens d'esprit. Il dit que les scientifiques, ils relèvent donc de l'esprit, mais c'est nullement par le cœur qu'ils ont atteint ce grand génie. Archimède, sans éclat, serait en même vénération. Sans éclat, c'est-à-dire sans l'aspect corporel ou toute la légende qu'on a fait autour. Il n'a pas donné des batailles pour les yeux, mais il a fourni à tous les esprits ses inventions. Jésus-Christ, sans bien et sans aucune production au dehors de la science, du domaine de la science, et dans son ordre de sainteté, il n'a point donné d'invention, il n'a point régné, mais il a été humble, patient, saint, etc., terrible au démon sans aucun péché, c'est-à-dire qu'il a été excellent dans l'ordre du cœur. Voilà. C'est que quand on est dans un domaine, on y reste. Tu vois, on ne parle pas de religion. Lui, il on parle... est resté dans un domaine. Non, c'était Non, sur le temps. Science, Au il a début été de sa dans le vie, il raisonnement. était dans la science, et puis à la fin de sa vie, il était dans la... Dans le cœur, dans la charité. Oui. Même quand dans sa pensée, il va penser sur un ordre,
il ne doit pas penser d'un ordre à un autre. Voilà, il ne faut pas mélanger des... Pas mélanger les ordres. Ça ne doit pas C'est-à-dire s'interférer. pas en même temps, quoi. Pas d'interférence entre les ordres. Il reproche à Descartes d'avoir essayé de démontrer la présence de Dieu. Voilà. C'est typiquement ce qu'il n'y a pas lieu de faire. quoi. Il veut dire on doit pas le faire en même temps, quoi. Voilà, Voilà. on ne va pas utiliser la raison pour Pas démontrer d'interférence l'existence de domaine, Dieu. quoi. Oui, Ouais. c'est complètement aberrant. Oui, C'est oui. pour ça que Dieu, c'est une quand il intuition, prend le ça n'est pari pas quoi, mais pour c'est pas du raisonnement quoi. Ouais.